un jeune garçon jouait à un jeu en ligne mêlant RPG et stratégie sur son ordinateur. Même hospitalisé, il continuait à y jouer. Mais soudain, son corps s'alourdit et tout devint noir. Son esprit fut emporté, sombrant dans les profondeurs d'un océan imaginaire, jusqu'à ce qu'il se réveille brusquement dans une forêt au climat frais, sous un ciel couvert. Assis sur un trône de pierre, il vit s'avancer une femme qui s'adressa à lui comme si elle l'attendait depuis longtemps. Émergeant de l'ombre, le garçon la reconnut immédiatement. C'était Atulama Sinta, une elfe qu'il appelait roi. Le jeu auquel il jouait depuis son lit d'hôpital s'appelait Eternal Nations, un simulateur stratégique de type Dark Fantasy en four X, et son personnage préféré, celle qui se tenait là devant lui, n'était autre que cette elfe. Dès lors, il ne pouvait s'empêcher de se demander « Devait-il se comporter comme le roi qu'elle prétendait qu'il était ?» Il était évident qu'elle le voyait comme le souverain de Minagra. Voyant sa confusion, la jeune femme lui sourit et dit « Tout va bien, Takuto. » Après tout, il avait vaincu le jeu en difficulté cauchemar en jouant avec ceux qui étaient considérés comme la civilisation la plus difficile. Minagra, un peuple en ruine. Grâce à cet exploit, Hera Takuto était devenue le joueur légendaire au sommet du classement mondial. Quant à Atu, elle se souvenait de chaque instant passé ensemble, de toutes leurs conquêtes, encore et encore. Il n'avait pas à s'inquiéter, elle savait exactement qui il était. En y repensant, Takuto comprit qu'Atu incarnait son propre style de jeu, peut-être parce qu'il avait toujours rêvé d'être aussi fort qu'elle. Les larmes aux yeux, il lui avoua à quel point il était heureux de pouvoir enfin parler à son personnage préféré. Elle lui répondit qu'elle ressentait la même chose. Takuto demanda si c'était le paradis, et si c'était elle qui l'avait emmenée ici. Mais elle expliqua qu'elle aussi était apparue là sans comprendre comment, et que ce monde n'avait rien d'un paradis. Non. Cela ressemblait étrangement à l'univers d'Eternal Nations. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Elle parla d'un miracle et déclara qu'elle était honorée de rencontrer son maître en personne. Puis, l'elfe s'agenouilla devant lui, prit sa main et l'invita à tout recommencer, rien que d'eux, pour bâtir ensemble un nouveau royaume. Aussi tentante que soit l'offre, Takuto restait déboussolé. Mais avec sa fidèle compagne à ses côtés, peut-être tenait-il là l'occasion de revivre ses jours glorieux dans un nouveau monde. Takuto appela donc sa servante afin de commencer leur voyage ensemble. Atu se présenta comme l'enfant né de la boue destiné à apporter la destruction au monde, déclarant que désormais son corps et son esprit appartenaient entièrement à son maître. En entendant ce discours théâtral, Takuto ressentit un profond malaise, frappé par une gêne aussi intense que si c'était lui-même qui avait parlé. Il réalisa à quel point il était plus difficile de prononcer de telles phrases dans la réalité que dans le jeu. Atu elle-même avoua que c'était un peu embarrassant pour elle aussi. Mais le roi décida de jouer le jeu. Il déclara que l'elfe était sa toute première et unique subordonnée, sa confidente, sa main droite. Et ensemble, ils allaient bâtir leur civilisation, connue pour sa cruauté impitoyable, mais aussi pour sa maîtrise exemplaire des affaires intérieures. Takuto demanda ensuite à sa servante quelle devait être leur première action pour Minagra, et en parfaite synchronisation, ils répondirent tous les deux « Allons nous cacher ». Takuto invoqua alors un éclaireur grâce à la production d'urgence. Sans tarder, une créature à longues pattes sortit d'un portail. Le spectacle était aussi impressionnant que répugnant. Même Atu détourna un peu les yeux. Mais Takuto se rappela que Minagra était une civilisation de modération, maniant le mal et la ruine avec subtilité. Il leur faudrait donc rester discrets dans chacun de leurs mouvements. Pour Atu, cela signifiait qu'ils devaient faire tout leur possible pour ne pas révéler leur véritable identité. Première étape. Le roi ordonna à l'insecte de partir en éclaireur sans se faire repérer. En le regardant disparaître dans les bois, Takuto réalisa qu'il pouvait voir à travers ses yeux. Cette invocation lui avait coûté ***** point de mana. Il lui en restait 100. Créer une base, leur premier poste d'opération, lui coûterait 20 de plus. Atu souligna que la production d'urgence était très coûteuse et qu'il valait mieux surveiller leurs dépenses. Takuto avoua qu'il voulait vraiment créer un guerrier pour assurer leur défense, mais cela consommerait tout son mana. En ce qui concernait les combats, l'elfe promit de faire de son mieux, ou plutôt, elle aurait aimé pouvoir le dire. En réalité, elle était bien trop faible pour l'instant, ce que Takuto comprenait parfaitement.
Atu Lamacinta était une unité héroïque qui gagnait en puissance au fil du temps, mais actuellement, sa force n'était que moins que celle de certains ennemis de base. En résumé, leur projet de bâtir Minegra était sérieusement compromis s'ils venaient à croiser Oua que ce soit de dangereux. En utilisant la vision de l'éclaireur, Takuto observa les environs. Une forêt, à perte de vue. Pour le moment, aucun monstre. Atu pensait que la forêt était un endroit parfait pour se cacher. Mais elle trouva étrange que l'insecte aux longues pattes n'ait croisé aucun animal sur son chemin. Pire encore, Takuto réalisa qu'il n'y avait absolument rien à manger. Tout. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était rester sur leur garde en espérant que quelque chose finirait par apparaître. Atu s'excusa de ne pas être plus utile, mais le garçon lui répondit que sa simple présence à ses côtés était plus que suffisante, ce qui fit briller les yeux de l'elfe de bonheur. En la voyant si émue, il se dit qu'il était vraiment difficile de remarquer ce genre de détails dans le jeu. Mais oui, la personnalité d'Atu était vraiment comme ça. Mettant cela de côté, à travers les yeux de l'éclaireur, Hera Takuto découvrit bientôt une communauté d'elfes noirs non loin de là. Takuto expliqua que ce type d'elfe était généralement neutre, parfois avec une légère tendance au mal, ce qui, en vérité, le soulagea. Au moins, cela confirmait qu'il se trouvait bien dans le monde de Eternal Nations. Mais il y avait aussi un inconvénient. Si une autre civilisation s'était établie dans les environs, cela pouvait devenir très problématique. Éviter la guerre au début du jeu était essentiel. Leur priorité absolue était donc de trouver un endroit sûr pour s'établir. Mais avant cela, ils devaient surveiller les elfes noirs et rassembler plus d'informations sur la zone. Et si jamais les choses tournaient mal, ils n'auraient plus qu'à fuir. Soudain, comme pour illustrer ses craintes, un petit groupe d'elfes noirs apparut devant le trône de pierre où étaient assis les deux compagnons de Minagra. Plus tôt dans la journée, ce même groupe avançait lentement dans la forêt. L'un d'eux se tourna vers Jia, leur chef, et lui dit qu'il devrait simplement quitter ces terres maudites. Il n'y avait plus aucune raison de rester dans ces bois, mais Jia lui rappela qu'ils avaient déjà été exilés de leur patrie. Ils n'avaient nulle part où aller, et honnêtement, leurs enfants ne survivraient pas bien longtemps dans ces conditions. Vu la densité de la végétation, il devait bien y avoir de la nourriture quelque part. Une elfe prit la parole pour signaler que, à la lisière du territoire inexploré d'Hydarajia, s'étendait cette vaste forêt maudite, les terres maudites. Tous les livres affirmaient qu'une entité maléfique y avait été scellée autrefois, et quelle qu'elle soit, elle n'aurait jamais permis à la vie de prospérer. Jia écarta cette idée d'un revers de main, disant à Emily que ce n'était que des superstitions. Les arbres poussaient pourtant très bien, preuve qu'aucune malédiction n'était à l'œuvre. Sur ce, le chef insista. Personne ne devait abandonner maintenant, pas à un moment aussi critique. Et il rappela à tous que leurs esprits fiers et les âmes de leurs ancêtres les guideraient à travers cette épreuve. Malgré ces paroles pleines d'assurance, Jia ne pouvait nier que la forêt était terriblement inquiétante. Mais qu'il y ait une malédiction ou non, ce n'était pas une excuse pour fuir. Son peuple avait encore de l'espoir. Tant qu'ils avaient encore des forces, trouver de la nourriture restait la priorité. C'est ainsi que la bande d'elfes noirs tomba sur les deux fondateurs de Minagra, assis sur le trône de pierre. À leurs yeux, Hera Takuto n'était rien d'autre qu'une silhouette obscure et sinistre, une vision si terrifiante qu'elle fit transpirer Jia de peur froide. Convaincu qu'il se trouvait face au mal incarné et conscient que ses actions pouvaient décider du sort de toute sa race, Jia prit sur lui et s'avança. S'inclinant devant la silhouette sur le trône, il présenta ses compagnons comme des membres du clan Mazoram. Il déclina son propre nom, Jia, chef de leurs guerriers, et s'excusa d'avoir pénétré dans la forêt sans la permission de ceux qui semblaient être le maître des lieux. D'un air glacial, Atu Lamacinta reconnut que cette fée noire comprenait réellement la gravité de l'intrusion, mais il voulait connaître les raisons qui les avaient poussés à venir ici. Jia expliqua que leur clan vivait autrefois à Hydarajia, mais qu'ils avaient été persécutés et contraints de fuir dans la forêt. Il tenta de raconter toute leur histoire, mais Atul lui demanda de faire court, ce qui rendit Jia de plus en plus nerveux, de peur de commettre une erreur qui mettrait son peuple en danger. Au milieu de tout cela, Takuto fit remarquer à quel point les elfes noirs semblaient amaigris, et Jia admit, le cœur lourd, qu'il n'avait encore rien trouvé à manger en ces lieux. Sincère dans ses paroles, l'elfe noir se demandait pourquoi son clan devait endurer tant de souffrances,
alors qu'il ne cherchait qu'un endroit paisible où vivre. Sortant de nulle part, le supposé maître de cette forêt ténébreuse lui tendit une poignée de pommes. Takuto précisa qu'elles étaient délicieuses si on les découpait en forme de lapin. Jia n'avait jamais vu un fruit pareil auparavant, et il se demanda s'il serait impoli d'en goûter un sur le champ, mais le reste de son groupe avait trop faim pour s'en soucier. Ils croquèrent dans les pommes, un sourire se dessinant sur leur visage lorsque la saveur sucrée et juteuse envahit leur bouche. Mais ce n'était pas tout. Takuto ouvrit un portail et distribua aussi des poires. Jia s'inclina encore plus bas, expliquant qu'il y avait d'autres personnes comme eux qui s'étaient aussi réfugiées dans ces terres, y compris des enfants affamés et chétifs. Alors, au lieu de manger sur place, Jia demanda la permission d'emporter les fruits pour les partager avec les autres. Takuto l'écouta, touché par leur détresse, et leur donna encore plus de nourriture. Cette fois avec du pain, des légumes et des herbes fraîches. Témoin de ce qui semblait être un miracle, Jia repensa à la manière dont les elfes noirs avaient toujours été méprisés comme des parias rejetés par la lumière, à peine tolérés grâce à la clémence des prétendues fées de lumière. Marqué par le mépris, son peuple avait été contraint de vivre dans l'ombre, et jamais personne ne leur avait tendu la main dans leurs heures les plus sombres. Submergé par une telle puissance et une telle miséricorde, Jia du clan Mazoram Oessa enfin posait la question. Qui était donc cet être assis sur le trône? Pendant ce temps, au campement des elfes noirs, ceux qui n'étaient pas partis faisaient de leur mieux pour supporter la faim qui hantait la communauté. Puis soudain, le groupe de ravitaillement revint, leur chef affichant un large sourire, porteur de la meilleure nouvelle imaginable. La famine était enfin terminée. Grâce à toute cette nourriture, la joie se répandit dans tout le village, et Jia observa la scène, profondément satisfait. Quand on lui demanda comment il avait réussi à trouver autant de provisions, il répondit simplement qu'il était tombé dessus par hasard, tout en gardant en tête la silhouette inquiétante des rats Takuto. Plus tard dans la nuit, alors que le village dormait paisiblement, Jia était assis près d'un feu de camp. Le vieux Moltar, l'aîné du clan, s'approcha pour féliciter le chef de son action. Moltar dit qu'il avait vécu une longue vie, mais que jamais, en toutes ces années, il n'avait vu des fruits aussi étranges et délicieux. Jia admit qu'il n'en avait même jamais entendu parler, et c'est justement pour cela que le vieil homme voulait savoir ce qui avait conduit le clan Mazoram à vivre de telles circonstances si particulières. Prêt à révéler la vérité, Jia déclara qu'il avait rencontré un être légendaire au plus profond de la forêt. D'après Emle, il existait une légende parlant d'un être scellé dans les terres maudites. Moltar en resta stupéfait, se demandant si le groupe d'expédition avait rencontré le roi de la ruine, une figure mentionnée, au moins en partie, dans les anciens livres et récits. Lorsque le monde atteindrait sa limite, le roi de la ruine apparaîtrait, apportant dévastation et chaos, forçant l'humanité à repartir de zéro. Même si personne ne pouvait affirmer avec certitude que cela arriverait un jour, il était tout aussi impossible d'affirmer que cette légende n'était qu'un mensonge. Jia, pour sa part, n'avait jamais entendu le nom de cet être, mais il devait admettre que son apparence terrifiante correspondait parfaitement au titre de roi de la ruine. Cet être dépassait l'entendement, mais il avait au moins un serviteur capable de clarifier partiellement ses paroles, quoi qu'il en soit. Même s'il n'existe aucune certitude sur l'identité véritable de cette entité, Moltar sent au fond de lui que cela n'annonce rien de bon. Maintenant que son estomac est plein et qu'un peu de son mana a été restauré, l'aîné perçoit clairement que cette forêt est loin d'être normale. Il se demande si Jia n'aurait pas donné quelque chose à cette entité en échange de la nourriture, mais le chef insiste. Ce n'est pas le Kea. Moltar n'y croit pas une seconde. Il soutient que le roi de la ruine ne ferait jamais une bonne action sans attendre quelque chose en retour. Mais Jia jure qu'il n'y avait aucun prix, aucune condition. Selon lui, cela ressemblait vraiment à un acte de miséricorde de la part de cet esprit. Sa grâce, comme l'appelle Jia, avait vu la situation désespérée dans laquelle se trouvait le peuple elfe noir et leur avait montré de la compassion. En entendant cela, l'aîné Moltar s'emporta, furieux que Jia puisse désigner le roi de la ruine par l'expression « sa grâce », et commença à soupçonner que le chef du clan Mazoram était tombé sous l'emprise de cette entité. C'est alors qu'une violente dispute éclata entre ces deux piliers de la communauté. Jia insiste sur le fait qu'ils doivent le plus grand respect à celui qui a nourri leur peuple alors qu'ils étaient au bord de la famine.
En réalité, il retourne la question à l'aîné. Qu'aurait-il fait, lui, en présence du roi de la ruine? Mais même Moltar ne parvient pas à formuler une réponse. Il finit donc par s'excuser de son emportement envers le plus valeureux guerrier de leur tribu. Désormais, déclare-t-il, en tant que chef des elfes noirs du clan Mazoram, il prendra personnellement en main les relations avec le roi de la ruine. Après tout, Moltar a vécu pendant 2 siècles. Il est persuadé de pouvoir trouver une solution. Au final, ce que souhaitent ces 2 chefs, c'est simplement que leur peuple retrouve la paix. Pendant ce temps, du côté des prétendus fondateurs de Minagra, Atu réprimande son maître pour avoir gaspillé autant de mana afin de nourrir les elfes noirs, lui rappelant qu'ils doivent commencer à bâtir leur propre nation, ce qui implique de conserver la magie. Takuto, un peu penaud malgré son geste généreux, avoue qu'il a plus que jamais besoin de sa compagne. En entendant cela, Atu abandonne aussitôt son ton sévère pour adopter une attitude étrangement amoureuse et soumise. Comme si un simple mot gentil de son maître suffisait à la faire fondre complètement. De son côté, Takuto déplore son incapacité à communiquer correctement avec les elfes noirs. Peu importe ses efforts, les mots ne sortaient tout simplement pas. Atu avoue qu'elle pensait qu'il jouait simplement les maîtres mystérieux, de ceux qui détestent les longs discours et laissent leurs subordonnés gérer les détails. Mais la vérité, c'est que ce garçon n'a jamais été très doué pour s'exprimer. Honnêtement, il ne l'était déjà pas dans sa vie précédente, et ce n'est pas maintenant qu'il allait soudainement devenir un orateur charismatique du jour au lendemain.